Voilà, sur tout ton sujet, mon cher Jacques. Et évidemment, nous allons répartir sur le terrain dans un instant pour joindre donc Maître Salomon Camara. Évidemment, il est l'avocat donc de Paul Moussa Diawara et Inza Bayo. Voilà. Oui, l'avocat, après la condamnation d'hier de l'ancien directeur général de l'OGP en 2019 d'abord par le tribunal de première instance de Kaloum, et il avait fait appel et finalement il était sorti de prison. Après, à l'époque, il faut bien le dire, le ministre Maître Mori Doumbouya avait estimé que la procédure n'avait pas été bien conduite. En tout cas, on avait vu ça dans la presse comme ça. On avait estimé que bien finalement, il y avait une issue pour l'accusé. La CRIEF a repris le dossier. Sauf que hier, la CRIEF a confirmé cette condamnation, donc 5 ans de prison ferme. Ouais. Voilà donc retour à la prison pour... Il est là, l'avocat, mon cher Jacques. Nous allons partir avec Maître Salomon Camara. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Alors, cette condamnation qui a été confirmée hier par la Cour de répression des infractions économiques et financières, 5 ans de prison pour vos clients. Vous ne vous attendiez pas et vous estimez que la procédure n'a pas été respectée? Bon, je vous remercie, l'équipe d'Espace. Cette décision qui est intervenue hier procède d'une mauvaise application de la règle de droit, parce que ce dossier, nous l'avons géré en appel. Les débats ont eu lieu. L'affaire a été renvoyée pour réquisition et plaidoirie. Nous avons plaidé ce dossier et au cours de nos différentes plaidoiries, nous avons démontré devant cette cour que le jugement déféré méritait infirmation en toutes ses dispositions, parce que le rapport de l'inspection d'État qui a servi de fondement à la poursuite et à la condamnation méritait d'être annulé dans la mesure où l'OGP, selon le décret qu'il a créé, l'a conféré la personnalité juridique d'une société anonyme avec conseil d'administration. Et partant de là, Paul Moussa, nommé en cette entité comme directeur général, est un dirigeant social. Donc vouloir l'accuser d'avoir détourné un montant de près de 30 et quelques milliards, nous avons démontré au cours de nos différentes plaidoiries qu'il y a même eu erreur manifeste de qualification, parce qu'un dirigeant social qui doit être poursuivi, il est passible de poursuite pour abus de biens sociaux et non détournement de deniers publics. Cette démonstration a été faite devant cette cour. Et deuxièmement, le rapport de l'inspection d'État. En réalité, l'inspection d'État n'est pas un organe de contrôle d'une société anonyme. Cette compétence est dévolue au commissariat des comptes selon le décret et selon la loi sur la bonne gouvernance qui a déterminé le champ d'application de l'inspection d'État. Alors la question que nous nous sommes posée et nous avons apporté la réponse adéquate, est-ce qu'un tel rapport pourrait justifier de base à poursuite? Est-ce qu'une décision de condamnation devait intervenir sur la base d'un tel rapport? Si du reste c'est un rapport qui ne peut pas être fiable et opposable à nos clients. Mais malheureusement, nos différentes prétentions développées devant cette cour n'ont pas été... La cour n'a pas tenu compte de nos différentes prétentions. Cependant, elle s'est appropriée les plaidoiries de la partie civile, l'agent judiciaire et du ministère public qui, sous certaines conditions, a même demandé la réformation du jugement déféré. Donc, c'est cela notre étonnement dans cette affaire. Aucune de nos prétentions, la Cour n'a pas tenu compte de nos prétentions. Et c'est manifestement grave. Parce que de rentrer dans l'office du juge, de la Cour, de se prononcer sur tous les moyens de droit qui lui sont soumis. Et vous estimez, maître, que ces points de droit que vous aviez soulevés pour venir en appel n'ont pas été du tout examinés? Nos moyens de droit n'ont pas été examinés en fait et en droit. Et mieux, nous avons produit au débat les textes sur lesquels nous avons fondé nos prétentions, à savoir le décret qui a créé l'OGP, il a érigé en société anonyme avec conseil d'administration. Le même décret a expressement désigné comme organe de contrôle le commissariat des comptes. Et le rapport de ce commissariat des comptes a été versé au dossier de la procédure, qui n'a rien trouvé d'accablant à l'égard de Paul Moussa et d'Inza Bayo. La loi sur la bonne gouvernance
a défini le champ d'intervention de l'inspecteur d'État. Et cette même loi, si je ne m'abuse, en son article 54, confère cette compétence au commissariat des comptes. Alors, la question qu'on se pose et qui mérite d'être répondue, est-ce que, à bon droit, Paul Moussa Diawara et Enza Bayo devraient être condamnés sur la base du rapport de l'inspection d'État, qui est intervenu dans un champ qui n'était pas le sien? C'est ça notre étonnement. D'accord. Si nous comprenons bien votre lecture, pour faire simple pour le citoyen lambda, l'État, dans ce cas précis, quoi qu'étant actionnaire unique de cette société anonyme, doit être traité comme un privé, tout simplement. Donc, relèverait du droit des sociétés, tout simplement cette affaire OGP, c'est ça? En effet, parce que lorsque vous, comme vous venez de le rappeler, lorsque l'État se comporte en commerçant, il est soumis aux règles de droit commercial. Parce que pour un peu appuyer, pour un peu étayer l'intervention, l'OGP est une société anonyme. L'OGP ne peut pas invoquer l'immunité d'exécution comme l'État. Les comptes de l'OGP sont saisis quand l'OGP est condamné. L'OGP, lorsqu'elle intervient en demande ou en défense, n'a jamais eu recours à l'agent judiciaire de l'État pour soigner ses intérêts. L'OGP agit en tant que personne juridique distincte de celle de l'État. Et mieux, pour parler de détournement de deniers publics, il faut voir en quoi l'OGP bénéficie des subventions de l'État. Parce que qui parle de deniers publics parle de toute subvention soumise aux règles de comptabilité publique. Mais les biens et services de l'OGP ne peuvent pas quand même être considérés comme les deniers publics. En ce que c'est une société anonyme avec conseil d'administration, les textes sont clairs là-dessus. Oui, mais ce qui est quand même étonnant, maître, c'est qu'à aucun moment, au cours de ces deux procédures, on ne vous a par exemple vu saisir la CCJA du côté d'Abidjan qui aurait pu quand même arbitrer sur certains de ces points de droit. Alors aujourd'hui, maintenant que la sentence est tombée, également en appel, est-ce que vous allez peut-être... qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Bon, dans un premier temps, et ce qui est urgent, il faut d'abord attaquer l'arrêt qui est intervenu hier devant la Cour suprême, parce que les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Donc, il faut agir dans les meilleurs délais. Et en la matière, nous avons toujours pour faire une déclaration de pouvoir devant la CRIEF, et qui, à son tour, va accomplir les diligences nécessaires pour déférer le dossier devant la Cour suprême. Donc, nous continuons toujours à espérer que dans cette affaire, in fine, le droit va être dit. Voilà. Oui, alors maître, est-ce que vous ne pensez pas le fait d'attendre trop, vos clients sont déjà en détention, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller vite saisir ces instances supranationales pour d'abord sur la forme, parce que ce que vous dites d'abord, le droit, la forme aussi conditionne le fond. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aller vite? Parce que ce qui se passe à Conakry, à vous écouter, on a quelque part violé un peu ces textes, puisqu'il n'a pas le même statut qu'une entité publique qui serait soumise aujourd'hui au règlement général sur la comptabilité publique. Bon, comme c'est une condamnation qui est intervenue, il faut d'abord épuiser les voies de recours internes. De toute façon, stratégiquement, nous exploiterons tous les moyens légaux dont nous disposons pour que dans cette affaire, le droit finisse par triompher. Bien. Merci beaucoup en tout cas, maître Salomon Camara. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace.